ce soir pour l'éducation peut-être changer le monde, puisqu'il y a 3 intervenantes. Alors, le féminin est bien représenté déjà, et puis c'est bien qu'on ait 3 intervenantes pour ce sujet-là. Au départ, j'étais partie pour juste l'éducation démocratique avec Emmanuel Arroyo, et puis je pensais que c'était intéressant d'élargir le débat et d'aller un peu plus loin et d'ouvrir à d'autres choses. Donc j'ai fait venir Laurence, que je connais, Laurence Leblémec, sachant qu'elle est sur le parcours de la fondation SEV, qui veut dire savoir-être et vivre ensemble, et donc qui a été fondée par Frédéric Lenoir. Et puis j'avais reçu en face Antonella Verdiani pour l'éducation à la joie. Donc j'ai appelé une personne qui représentait l'éducation à la joie dans le secteur et qui m'a amené à Hélène Dumas-Chetin de la parentalité créative. Donc je vais vous laisser découvrir ces 3 facettes de l'éducation. Donc elles vont parler chacune 10 minutes, un quart d'heure, guère plus. Et après, on passera au partage, aux questions, sachant que je vous invite vraiment à exprimer ce que vous avez envie d'exprimer sur le sujet. J'ai pas de bâton de parole, mais l'idée c'est de s'écouter et de ne pas vous parler quand vous avez le micro, de ne pas parler 3h30, mais d'être attentive à votre voisin. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et je laisse parler Emmanuel. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas commencer par vous parler d'éducation démocratique, même si c'est quand même à ce titre que je suis là. Donc, juste quelques mots. Donc, je m'appelle Emmanuel Arroyo Calzada. Et moi, à la base, je suis biologiste et même écologue. J'ai étudié l'écologie à l'université. Et voilà, j'ai fait un doctorat dans ce domaine-là, et puis ensuite j'ai bifurqué dans le domaine de l'éducation. Pourquoi ? Parce que vous êtes probablement au courant qu'on est en train de vivre une période assez cruciale en termes d'écologie. On a, sans vouloir être alarmiste, mais on est en train de vivre, ça devient chaud, quoi. C'est le cas de le dire. Et donc la question, l'éducation peut-être changer le monde. Donc si je vous disais que oui, elle peut, et en une génération, ça tomberait plutôt bien, puisque c'est à peu près le temps qui nous reste pour pouvoir éviter la catastrophe écologique et climatique. Et pour cela, ce que je vous propose, c'est de changer notre vision de l'humain. C'est-à-dire, en fait, de nous-mêmes. La vision actuelle qu'on a, c'est que l'humain, il est mauvais par nature. C'est ce qu'on entend parfois, la nature humaine est mauvaise, l'humain est naturellement porté vers des comportements nocifs et on devrait le dresser, le corriger, extirper le mal de lui. C'est un peu ce qui s'est propagé par l'idée du fameux péché originel qu'on aurait tous en nous. Et on devrait toute notre vie lutter pour s'améliorer, quoi. Et on peut avoir l'impression que c'est vrai à première vue quand on regarde autour de nous, quand on regarde les dégâts que fait l'espèce humaine sur la planète, au niveau environnemental, au niveau social, au niveau des guerres, au niveau encore récemment des violences, du terrorisme. On voit que ça se perpétue de génération en génération, et donc on peut en tirer la conclusion que l'humain, il est mauvais et c'est une fatalité, quoi. Il y en a qui disent l'humain est un parasite, finalement, s'il disparaît, bon débarras. Donc on a quand même une piètre image de nous-mêmes. Et pourtant, il y a une boîte noire, en fait, qu'on ne regarde jamais, qui est un non-sujet, en fait. C'est carrément, on n'en parle pas, quoi. C'est une non-question. C'est la question de l'enfance. C'est, en fait, qu'est-ce qui se passe durant l'enfance? Comment on traite les enfants? Et est-ce que ça ne pourrait pas expliquer les comportements qu'on observe chez les adultes? Donc aujourd'hui, encore, 80 à 90% des enfants du monde sont élevés dans la violence, souvent sous des formes très brutales et douloureuses. L'éducation majoritaire, elle est coercitive, elle est répressive, elle exige l'obéissance, on force l'enfant à faire ce que l'adulte veut qu'il fasse, on décide à sa place,
bien souvent encore, on le frappe, on lui crie dessus, on l'humilie. Et on considère que c'est quelque chose qui est normal, voire on l'abuse sexuellement. Il y a quand même 6% de la population française qui a été victime d'inceste. Ça fait 4 millions de Français. Et donc notre vision de l'enfance, elle est basée sur la méfiance, sur le contrôle, sur la domination. À l'école, l'enfant, il passe la majorité de son temps enfermé entre 4 murs, séparé du monde extérieur, alors que paradoxalement, on veut le préparer à ce monde extérieur. Et on le coupe de ce monde extérieur pour le préparer au monde extérieur. Et les adultes prennent ses besoins en charge et décident à sa place de ce qui est bon pour lui. Ils décident de son emploi du temps, et ils décident même de quand est-ce qu'il peut aller aux toilettes. Et finalement, ce dressage qui est assez brutal, qui est subi par la quasi-majorité de la population pendant son jeune âge, c'est quelque chose dont on parle quasiment pas, en fait. Et c'est pas pris en compte dans les études scientifiques qui étudient les instincts de l'humain, ses comportements, la nature humaine. C'est vraiment une boîte noire, même au niveau des sciences, quoi. Alors, c'est en train de s'ouvrir, mais vraiment tardivement, et jusqu'à récemment, c'est, voilà, je vous dis, un non-sujet. Si on prend l'exemple assez d'actualité des terroristes, on se dit, mais j'entends des discours de ce sont des monstres, on va les mettre au rang de l'humanité, on ne comprend pas. Il y en a même comme Manuel Valls qui disent expliquer, c'est déjà excuser. Je trouve ça super grave de dire des choses pareilles. Parce que du coup, comment vous voulez qu'on apprenne de l'histoire? Comment vous voulez qu'on fasse pour ensuite ne plus perpétuer ce genre de comportement humain si on se dit on va même pas chercher à expliquer, c'est des monstres, point barre, il faut qu'on les tue. C'est juste absurde en fait. Et finalement, si on se penche sérieusement sur la question sans l'éviter, comme ça en disant ça ne nous intéresse pas, on se rend compte que par exemple les frères Kouachi qui sont responsables de la tuerie de Charlie Hebdo, ils ont une enfance absolument affreuse. Il y a eu un article qui est paru dans le média en ligne Reporter qui raconte la misérable enfance des frères Kouachi. Ils ont eu une enfance mais vraiment horrible, ces gens-là. Bon. Donc il y a un bouquin que je vous ai amené, qui a été assez fondateur pour moi, c'est celui-ci. C'est Ainsi fragile vernis d'humanité, banalité du mal, banalité du bien, de Michel Tereshchenko. Et dans ce livre, l'auteur présente un concept original qui est celui de la présence à soi. Et la présence à soi, ça se caractérise par le fait d'avoir une identité propre qui est forte, d'être intègre, d'être autonome, d'être responsable de soi-même. Et c'est ce qui caractérise par exemple les personnes qu'on appelle les justes, qui sont ceux qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une grande étude qui a été menée sur des centaines de justes à travers le monde, et ce qui est ressorti, c'est ça en fait, c'est vraiment cette histoire de présence à soi, d'identité forte, d'intégrité, de personnes qui ne vont pas se laisser entraîner par des systèmes autoritaires, qui ne vont pas aller se soumettre, qui ne vont pas aller obéir à des ordres absurdes. Et au contraire, des études qui ont été faites sur les hauts dirigeants nazis, donc là je vais volontairement à la caricature dans les cas extrêmes, qui subissaient ça, et puis après au procès de Nuremberg on a entendu que c'était pas moi qui étais responsable, et à chaque fois les gens se détachaient complètement de leur responsabilité, et ça caractérise l'absence à soi, c'est-à-dire des gens qui vont se soumettre, qui vont abandonner leur intégrité, qui sont incapables de se poser comme des individus conscients, autonomes et responsables, et qui ont une identité qui est comme disloquée. Alors bien sûr, donc, les exemples que je vous ai donnés sont extrêmes, et finalement c'est un gradient, présence à soi, absence à soi, et vous et moi on est tous positionnés quelque part sur ce gradient. Alors qu'est-ce qui détermine notre position dessus, à votre avis? C'est l'éducation qu'on a reçue. Et quand je dis éducation, je ne parle pas de ce qu'on nous a enseigné. Je parle de ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a fait vivre en tant qu'enfant. Parce que c'est facile de nous dire, de nous parler de la paix, de nous parler de l'amour, de nous parler de la bienveillance, et puis de nous couler des baffes. Nous, ce qu'on va retenir, c'est les baffes. Et la grosse dissonance entre on me dit ça et ce que je vis, c'est ça, qui est traumatisante. Ça, c'est Alice Miller qui en parle aussi dans son livre C'est pour ton bien, que j'ai amené quelque part.
un autre livre assez fondateur dans mon cheminement personnel. Et donc c'est ça, c'est ce qu'on a subi et qu'on a considéré comme normal. Donc, est-ce que nous avons vécu la démocratie? Est-ce que nous avons vécu la réelle égalité? Est-ce que nous avons vécu la paix? Est-ce que nous avons vécu la bienveillance, la non-violence? Parce que si ce n'est pas le cas, comment on peut s'étonner qu'à l'âge adulte, ce soit pas ça qu'on fasse? Est-ce qu'il se passerait quelque chose de magique à 18 ans, où d'un coup on devient des citoyens éclairés, autonomes, responsables, bienveillants, sans problème? Eh non. Eh non. Donc voilà. Il ne faut pas s'étonner que les comportements des adultes reflètent ce qu'ils ont vécu étant enfants et qu'on a tendance, nous, à sous-estimer, voire à nier ou à pas voir, parce qu'on en a majoritairement été victime. Et quand je vous dis ça, je me sors de ma fiche. Quand je vous dis ça, je ne cherche pas à culpabiliser ou à faire culpabiliser. Alice Miller raconte comment c'est difficile de remettre en cause ses parents, et elle a un point de vue assez vindicatif de dire qu'à un moment, il faut qu'on se rebelle contre ses parents pour se rendre compte que c'est pas normal ce qu'on a vécu, qu'on veut pas ça et que ce qu'on a vécu c'était pas une enfance heureuse, même si on croyait que c'était le cas. Et je pense que c'est important de trouver de l'apaisement aussi par rapport à ça, pour pas enclencher un nouveau cycle de violence et de se rendre compte qu'ils ont fait, nos parents, ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, nos enseignants, nos éducateurs, ils ont tous fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Ils ont eux aussi eu une éducation qui était ce qu'elle était, qui était probablement plus difficile, parce qu'avant, en France particulièrement, c'était plus difficile qu'actuellement globalement, je crois. Et il ne s'agit pas de se flageller, et même en tant que parents, si on n'est pas des bouddhas avec nos enfants, il ne s'agit certainement pas de se flageller, parce que là, on reproduit ce cycle de violence contre nous-mêmes. Donc je ne viens pas du tout vous tenir un propos culpabilisateur, c'est pas du tout le but. Donc l'éducation conditionne notre positionnement sur le gradient de la présence ou de l'absence à soi. Et donc plus l'éducation subie aura été violente, plus on sera positionné vers l'absence à soi. Et plus l'éducation aura été dans la confiance, la bienveillance, on aura laissé de l'autonomie à l'enfant, on aura eu un regard confiant, bienveillant, je me répète, sur lui, plus il va être du côté de la présence à lui-même. Les individus qui sont présents à eux-mêmes, ils cherchent deux choses. Ils cherchent à vivre et ils cherchent à vivre avec. Vivre, ça veut dire que du coup, ils vont prendre soin d'eux-mêmes, ils vont être attentifs à eux et à leurs propres besoins. Ils vont pouvoir se prendre en charge, c'est ce qu'on entend par être responsable, être autonome. Et ils veulent vivre avec, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi ils sont aussi de fait attentifs aux autres, au collectif. Et c'est pour ça que là, on sort de la dichotomie égoïsme versus altruisme. Quand on est présent à soi, on est égoïste entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se soucie de soi, et à raison, et on se soucie des autres. On se soucie des deux. Et il n'y a pas où je me soucie de moi, je suis méchant, je me soucie des autres, je suis gentil, parce que le côté je me soucie des autres et pas de moi, c'est pas forcément quelque chose qui est bienveillant, en tout cas pour nous-mêmes. Là, c'est nous-mêmes qu'on respecte plus. Vous voyez? Vous me suivez, ça va? J'ai des notes parce que d'habitude je dis pas ça dans cet ordre, alors du coup, sinon je pourrais parler une heure. Alors. Et du coup, je cherchais le moyen le plus efficace pour faire ça, parce que je voulais m'impliquer dans une info, parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles s'impliquer, franchement, la cause des femmes, la cause des Tibétains, la cause des animaux, la cause des sans-domicile fixe, la cause de, j'aime pas dire ce mot, des sans-abri, la cause de toutes plein de causes, et j'ai fini par faire un burn-out parce qu'il y avait trop de boulot et que j'arrivais pas avec les petites épaules. Et je me suis dit, en fait, je voudrais chercher où est-ce que je pourrais être la plus efficace, et est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à la racine, une cause des causes. Et je suis arrivée à cette question de l'enfance et de l'éducation. Et donc, en m'intéressant à ça, à un moment, j'étais animatrice dans une association, j'intervenais auprès des écoles pour faire sortir les enfants des écoles et les emmener dans la nature au contact des arbres, de la forêt, de la rivière, de la terre et tout. Sinon, ils ont plus contact et ils sont coupés et du coup, ils savent plus ce que c'est la nature, ils veulent plus la protéger. Et du coup, j'étais super frustrée de leur laisser que quelques heures de liberté une fois de temps en temps, donc j'ai décidé de créer une école. Je voulais créer une école qui était inspirée de la nature, du fonctionnement des systèmes vivants. Donc j'ai commencé à concevoir cette école sur papier, quoi.
Et puis, en même temps, je suis tombée sur la vidéo d'une école démocratique qui ouvrait à Paris, et c'était exactement l'école en fait que j'avais commencé à imaginer, qui était inspirée du Milan. C'était juste incroyable, et donc j'ai plongé là-dedans, et depuis je suis complètement impliquée dans ce mouvement. Et donc l'éducation démocratique sont des écoles qui justement, pour moi, offrent ce cadre qui permet à l'individu d'être présent à lui-même. Et là je retourne sur mes pattes. D'être présent à lui-même, d'avoir cet espace-là pour grandir pleinement, pour s'épanouir tel qu'il est. Il n'y a personne qui est en train d'essayer de le tirer pour qu'il soit autre chose, de prendre en charge ses besoins à sa place, de décider pour lui. Les enfants, ils sont libres de choisir ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, avec qui, comment, pourquoi, etc. De le faire au rythme qu'ils veulent, de la manière qu'ils veulent, vraiment. Ils sont considérés comme des personnes et des citoyens à part entière, à égalité avec les adultes. On prend les décisions tous ensemble et chaque personne a la même voix qu'une autre personne. Un enfant de 4 ans a autant de pouvoir dans cette école qu'un adolescent de 15 ans ou qu'un adulte de 40 ans. On prend ensemble toutes les décisions qui nous concernent et ça se passe extrêmement bien. En France, ça existe depuis quelques années, mais dans le monde, ça existe depuis un siècle. Et l'école la plus connue, c'est Summerhill en Angleterre, c'est la première, donc qui date d'il y a un siècle. Et ce sont des écoles où voilà, ça nous montre que ça fonctionne tous les jours depuis un siècle. Et moi, depuis que j'ai plongé là-dedans, je me suis rendu compte que je me déplace sur le gradient. Je suis de plus en plus présente à moi-même et c'est juste génial. Ça incarne en fait vraiment ça incarne ce que je suis en train de vous dire et c'est pour ça que j'ai vraiment... pour moi, c'est magnifique cette école-là, le fait qu'elles existent et qu'elles se développent. Et je pense que ça change radicalement notre vision de l'humain, ça demande de faire confiance et de se dire que la nature humaine est bonne. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Olivier Morel dans le bouquin, sous-titré « Comment la violence éducative ordinaire l'a pervertie depuis des millénaires ». Et je vous demande même pas de me croire que la nature humaine est bonne, même si moi j'en suis sûre, mais au moins de plus avoir en tête qu'elle est mauvaise. À minima, dites-vous qu'elle est neutre, et puis qu'on verra bien ce que ça donne, mais pas qu'elle est mauvaise. Parce que sinon, c'est aussi ce que vous pensez de vous-même. Alors qu'en fait, vous êtes tous magnifiques. Vous êtes tous magnifiques. Tous les enfants sont magnifiques. Vous êtes tous des enfants. Maintenant, vous êtes des grands enfants, vous êtes des adultes. Mais vous êtes magnifiques. Et ça commence du coup par soi aussi, réhabiliter la vision qu'on a de soi et la vision qu'on a de tous les êtres humains à partir de leur plus jeune âge. Et je crois que ça va être. Merci. Je vais essayer de parler fort, du coup, sans micro. Mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Même si je suis vraiment désolée. On s'adapte. C'est pas grave. Donc, déjà, merci Catherine pour cette invitation un peu surprise pour moi, finalement. D'une part parce que l'éducation c'est un sujet qui moi me passionne depuis de nombreuses années, avant même déjà d'être maman en fait. Je commençais déjà à me questionner en fait sur tout ce qui pouvait être maternage, c'est-à-dire des techniques de respect de l'enfant, de contact avec l'enfant. Et du coup, je suis d'autant plus contente de parler de ce sujet qui me passionne avec ce que tu viens de dire, parce que je crois que vraiment, nos philosophies sont vraiment très très proches sur l'enfance, l'être humain de manière générale. Vous préférez avec le micro? D'accord, alors on va faire avec vous. Donc, moi je m'appelle Hélène Dumas-Chotin. Avant de vous parler de mon parcours professionnel et en tout cas de ce que je peux faire aujourd'hui, avant d'être une professionnelle, je suis déjà moi-même maman. Et donc mon aîné est arrivé il y a 9 ans. Et malgré le chemin que j'avais déjà commencé à faire sur différentes lectures que j'avais pu avoir sur le maternage, c'était vraiment, j'étais déjà en chemin. Mais ce petit être-là, une fois présent à mes côtés, ça a juste chamboulé toute ma vision du développement de l'enfant. Complètement. C'est-à-dire que je me suis retrouvée déjà confrontée avec moi-même et ce petit être. Je ne me sentais pas soutenue.
Je ne me sentais pas du tout appartenir à une tribu qui pour moi aujourd'hui est fondamentale quand on a un enfant à ses côtés. Et je me sentais surtout régulièrement dans un espèce de bras de fer entre ses envies, mes envies, ses besoins, ses besoins, mes besoins. Et donc j'ai rapidement senti que j'avais des automatismes en fait qui revenaient de mon héritage, de ce que j'avais vu, de ce que j'avais vécu moi-même en étant enfant. Et je me suis dit non, c'est pas possible. Je veux pas ça pour mon enfant et je veux pas ça pour moi. Donc j'ai commencé moi déjà à me former en tant que parent. Et j'ai découvert ma tribu, ce qui m'a vraiment permis du coup de me sentir soutenue. Et j'ai rapidement voulu aussi me former en tant que professionnelle pour pouvoir accompagner des parents et aussi des professionnels à changer leur regard sur l'enfant. Parce que clairement, donc aujourd'hui en fait j'accompagne des parents qui font la démarche en fait de venir me voir, et aussi des professionnels qui sont en lien avec les enfants, donc dans les écoles, même plus petits, auprès d'assistantes maternelles, de personnel aussi périscolaire, tous ceux qui sont vraiment en lien avec l'enfance, jusqu'à l'adolescence, pour les accompagner à changer aussi leur regard sur l'enfant, à leur donner des informations en fait qu'on ne nous donne pas quand on démarre en tant que parent ou en tant que professionnel. On nous dit pas tout en fait. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais on nous dit pas tout. Et donc à nourrir vraiment ce lien-là et à faire que dans une relation avec un enfant, il n'y a pas un gagnant et un perdant, mais il peut aussi y avoir un gagnant-gagnant. Il peut y avoir cette relation où on va écouter les besoins de l'enfant et on va écouter aussi nos besoins à nous, et on va essayer de trouver quelque chose qui nous convienne à tous, quoi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque en fait, les informations. Enfin, ça m'a toujours fait penser à ces coffrets de la maternité, à ces coffrets de naissance quand on a la maternité, où quand on devient maman, on a un super cadeau qui nous arrive là, et quand on l'ouvre, on trouve une couche Pampers, un échantillon de Nutella et le livre de Laurence Pernaut. Exactement, si ce n'est pas pire, des fois c'est Ruffo. Mais bref, je me suis toujours dit, mais waouh, avec le recul là, si seulement on nous faisait des coffrets de naissance avec quelques informations sur le développement de l'enfant, quelques informations sur les neurosciences et tout ce qu'on en sait aujourd'hui, malgré que la France ne mette absolument pas les moyens financiers sur ces études-là et que tout vienne des États-Unis, mais on a beaucoup d'études aux États-Unis sur les neurosciences. Dans ce coffret, on pourrait même y mettre quelques contacts en cas de soutien, en cas de difficulté avec notre enfant, sur peu importe l'allaitement, le coup de blues quand on se retrouve seul, bref, ça pourrait être juste complètement magique et changeant en fait. Parce que moi, je me retrouve aujourd'hui confrontée à des parents et des professionnels qui sont juste en manque d'informations, mais vraiment en manque d'informations. Tu parlais tout à l'heure là, de cette idée reçue là, de l'être humain qui est mauvais. Moi, j'entends souvent en fait l'enfant est manipulateur. Et bah non, en fait, ça marche pas comme ça. Mais il y a tellement d'informations qui seraient intéressantes d'avoir, c'est-à-dire par exemple, ne serait-ce des choses très récurrentes, laisser pleurer un enfant. Souvent on entend laisse pleurer l'enfant, même quand c'est un nouveau-né, il est déjà manipulateur à cet âge-là, etc. Eh bien en fait, si on diffusait cette information que laisser pleurer un enfant, ça génère en lui un énorme stress, qui va donc générer dans son corps de la cortisol, qui va influencer sur son cerveau, et donc sur les relations qu'il aura avec les autres plus tard. Si tout le monde savait ça, ce serait un pas déjà avancé. Si on savait que jusqu'à 5-6 ans, les enfants sont incapables de gérer seuls une émotion, parce que leur cortex orbitofrontal, qui est juste la partie qu'on a tous ici, qui est développée chez l'adulte, n'est absolument pas développée suffisamment chez un enfant jusqu'à 5-6 ans, et que donc quand on dit à un enfant écoute, va faire ta crise dans ta chambre et puis tu reviens quand t'es calmé,
C'est pas possible pour lui. C'est pas possible. C'est pas qu'il veut pas, c'est juste qu'il ne peut pas. Donc il y a tellement d'informations en fait comme ça qui sont manquantes auprès des parents et auprès des professionnels que pour moi c'est vraiment c'est déjà une grosse base qu'il faudrait en fait qu'on ait tous. Et ça permettrait aussi de voir qu'il y a des études qui ont été montrées, de base l'enfant est empathique. De base. L'enfant il naît avec un réservoir à 100% d'empathie. Il n'y a aucune méchanceté en lui, aucune. C'est l'accompagnement qu'il va avoir derrière, c'est ce qu'il va vivre, ce qu'il va voir, qui va changer ce réservoir-là et qui va rajouter, diminuer en tout cas son empathie et augmenter son pourcentage de violence. Donc tout accompagnement qu'il peut avoir, que ce soit des menaces, du chantage, des punitions, des violences physiques ou verbales, tout ça, ça va venir influencer son pourcentage d'empathie, son réservoir empathique qu'il a déjà en lui. Et aujourd'hui, on a même des études qui nous montrent qu'un adulte qui a été accompagné avec ce qu'on appelle des violences éducatives ordinaires, des VEO, c'est-à-dire du chantage, des punitions, des menaces, des violences physiques, même petites soient-elles, ou des violences verbales, cet adulte-là, quand il se construit, il va garder ça en lui et il va répondre, lorsqu'il va se retrouver confronté à une émotion d'un enfant, il va avoir des zones de stress activées dans son cerveau de manière totalement inconsciente et il va répondre de manière automatique avec ce qu'il a déjà reçu, en fait. Il faut avoir une prise de conscience pour pouvoir travailler sur soi et se dire « Ok, je ne veux pas reproduire ça, je veux faire différemment ». On peut faire ça. Et on peut, même un adulte qui a été violenté enfant, peut retrouver de l'empathie, peut réalimenter, on va dire, son réservoir affectif pour pouvoir se reconnecter à son enfant quand il y a des émotions qui sont fortes pour lui. Et ces études-là montrent aussi que un adulte qui a reçu une réponse positive lorsqu'il était enfant, quand il avait des fortes émotions, lorsque l'adulte qu'il avait en face de lui a répondu de manière positive, empathique, eh bien, il est plus à même de répondre de manière empathique à son tour aux émotions de l'enfant qu'il aura en face de lui, quoi. Je trouve ça, pour moi, la réponse du coup à est-ce que l'éducation peut changer le monde, mais clairement, oui, clairement, quoi. Ça manque juste d'empathie. Et cette empathie-là, elle vient à la fois des parents et à la fois des professionnels qui accompagnent nos enfants, parce qu'ils vivent majoritairement des grosses journées en dehors de leur foyer auprès de professionnels. Et pour moi, c'est un travail qui est main dans la main entre parents et professionnels pour, déjà en tant qu'adulte, travailler sur ce qu'on a vécu et ramener de l'empathie dans son réservoir. Et ensuite, être soi-même empathique avec les enfants qu'on accompagne au quotidien, qu'on soit parent ou qu'on soit professionnel. Donc je trouve ça génial qu'il y ait des projets comme les écoles démocratiques qui ont cette philosophie-là. Alors il y a plein d'écoles sur Toulouse qui émergent comme ça avec des projets de vouloir accompagner l'enfant avec respect, avec bienveillance et de le traiter en tant qu'être humain tel qu'il est, malgré qu'il ait un développement qui ne soit pas encore fini par rapport à l'adulte, parce que ce n'est pas un adulte miniature, c'est un être humain avec un cerveau qui est en construction et on est là pour l'accompagner dans ces étapes-là. Donc je suis vraiment ravie de voir qu'il y a des écoles qui émergent. Il y en a une d'ailleurs qui est juste à côté, qui s'appelle l'École de la Découverte, qui a cette démarche-là. Donc j'encourage fortement les écoles à rentrer dans cette voie-là, même et surtout les écoles publiques. Voilà. Merci Hélène. Bonjour. Donc, la transition, du coup, ça finit sur l'école publique. Effectivement, donc là, moi je suis ici pour témoigner de... Vous m'entendez ? Je me dis pour témoigner en fait de l'action de la Fondation SEV, Savoir-être et Vivre Ensemble, qui a été fondée par Frédéric Lenoir et
Voilà. Donc, par Frédéric Lenoir, essentiellement, que j'ai rencontré en fait grâce à Christine. C'est de là que j'ai eu ce coup de cœur, lors d'une conférence organisée par Christine en novembre 2016, où il venait sur Toulouse présenter le lancement de cette action, qui est vraiment une formidable aventure en fait, qui aujourd'hui a touché plus de 50 000 enfants en France, dans plus de 450 villes et villages, et qui consiste en fait à amener auprès de ces enfants des ateliers philo et méditation. Donc c'est vraiment voilà, une action qui est formidable, qui attire l'engouement de tous ces enfants qui la réclament et de plus en plus d'enseignants aussi. Et effectivement, cette action vise à atteindre le plus grand nombre d'enfants possible dans les écoles publiques, auprès d'écoles primaires, mais également en périscolaire, des écoles privées, bibliothèques, associations, en fait partout où des enfants peuvent être concernés, et ils sont tous concernés par ces ateliers. Et du coup, dans les points essentiels que j'aurais à partager avec vous, mais après, s'il y a d'autres sujets, aspects à aborder, on pourra le faire, c'est vraiment le mot-clé, vous en avez parlé, c'est la bienveillance, parce que c'est le pivot central de toute cette action. Et s'il y avait un mot à retenir, c'est vraiment celui-là, c'est de placer l'enfant en fait dans un espace où il a cet accueil bienveillant, donc une écoute véritable de sa parole qui est respectée en tant que telle, donc l'enfant a le droit de s'exprimer entièrement, et à être écouté sans jugement, sans condescendance, c'est un être à part entière, comme tu le disais, avec son développement à lui, et sans moquerie, de la part aussi bien de ses camarades que de l'adulte référent, en l'occurrence l'animateur qui est présent. Donc cette bienveillance, en fait, ça va permettre, donc ça c'est vraiment le mot pivot central. Un autre point clé, c'est l'esprit critique, c'est d'aider ces jeunes à développer un esprit critique, donc une capacité de discernement, pour aller au-delà de la pensée facile, entre guillemets, que l'opinion, le préjugé, l'a priori, la pensée qui va être sans fondement. Donc on va chercher la réflexion, à argumenter, à essayer de contextualiser ce qu'on dit, voire de conceptualiser. Donc là, c'est encore le niveau au-dessus. Donc de passer du cas particulier à tous les hommes, l'humanité, ce qui est universel pour tout le monde. Et de là, en fait, c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi d'appréhender le fait qu'une question, une pensée est complexe et qu'en fait, il y a souvent plus de questions que de réponses, et de réponses toutes faites. Donc c'est vraiment le début d'une compréhension intelligente du monde. Et après, ce qui est intéressant, c'est que ça amène forcément l'ouverture d'esprit par rapport à le fait de creuser ces questions-là, qui entraîne, donc c'est propre à l'enfant de toute façon, parce qu'un enfant, la première chose qu'il fait, c'est poser des questions, se poser des questions, être curieux, donc c'est aller encourager en fait un comportement naturel de l'enfant plutôt que de le freiner ou de l'éliminer. Et ensuite, ça va ouvrir sur le vivre ensemble, tout naturellement, puisque en ayant cette réflexion de se dire une pensée complexe, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, ça peut être en même temps oui, en même temps non, et du coup, ça permet de créer une acceptation finalement du regard de l'autre, de mon regard, et aussi de pouvoir changer d'avis. Donc ça, c'est complètement aussi à l'encontre de ce qu'on peut voir souvent dans les débats, notamment télévisés, où chacun est étonné, veut absolument convaincre l'autre. Là, c'est oui, tiens, Paul a dit ça, Kevin a dit ça, et finalement, je n'avais pas pensé, je peux changer d'avis au cours du débat. Donc là, on est dans une pensée qui est vivante, qui est en mouvement, et qui est en pleine co-création. Parce que rien n'est prévu d'avance, l'animateur lui-même, c'est une exigence très riche, parce qu'il faut être dans une vraie écoute. Il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de but à atteindre. C'est l'enfant qui est né, et après, l'animateur est plus là pour creuser, pour accompagner et pour aider à enrichir finalement la réflexion, que pour amener un concept, une idée philosophique. Au contraire, il vaut mieux avoir le moins d'apport possible et puis être dans cette co-création permanente
Et c'est vraiment passionnant de vivre ça. C'est pas toujours, ça vole pas toujours super haut dans les concepts philosophiques, mais le principe même de se poser voilà, dans cette dynamique-là, c'est vraiment très très enrichissant. Et ça permet, après tout ça, c'est un cercle vertueux, et en fait ce qui ressort, c'est la confiance que peuvent avoir ensuite ces enfants individuellement, en eux-mêmes, parce qu'ils sont capables de réfléchir, ils ont une ressource qui nous font émerger, qu'on écoute en plus et qu'on respecte, et collectivement aussi, parce qu'ils arrivent ensemble à réfléchir intelligemment, en se respectant et en s'écoutant. Et vraiment, les retours, c'est énorme, quoi. Ils sont absolument souvent bluffés par eux-mêmes, en disant, quand on leur demande si on vous avait observé, qu'est-ce qu'on aurait pu dire de vous, ils disent, on aurait dit qu'on a super bien géré, qu'on sait s'écouter, qu'on a des idées, qu'on a appris des choses. Ils sont eux-mêmes finalement surpris de leur propre richesse. Et il y a aussi quelque chose que je n'ai pas parlé, c'est la pratique de l'attention, parce qu'on fait aussi de la pratique de l'attention ou méditation avant chaque atelier philo. Et c'est souvent très nouveau pour beaucoup d'enfants. Et vraiment, c'est une pratique à laquelle ils accrochent très très vite, qui réclament, souvent même après l'atelier, ils commencent à découvrir et ensuite ils le réclament pour finir l'atelier. Et voilà, qui leur permet de se recentrer, d'aller en profondeur, d'être présente tout simplement pour être là. Parce que comme on réfléchit, on va plus quand même dans l'intériorité que juste dans ce qui va passer comme ça au-dessus de la tête. Et moi je sais que la dernière expérience que j'ai eue, il y avait la pratique de l'attention au départ, ils étaient assez dissipés, c'était des CE1, donc c'était un peu le bin, c'est tout. Et puis après, là, l'atelier philo a été lancé, et à la fin, est-ce qu'on peut refaire la méditation? Donc j'avais un petit gong, et à peine le gong est parti, les enfants, ils ont tous fermé les yeux, et donc je me suis dit, bon, mais en fait, ils l'ont fait tout seuls, je n'ai même pas eu besoin de guider, de leur dire, voilà, faites attention à votre respiration. Et donc, je suis restée scotchée, je suis restée 3-4 minutes, et ils étaient tous les yeux fermés, silencieux, ils s'autogéraient, ils s'étaient approprié le truc, quoi. C'était vraiment génial. Voilà, ils sont très très demandeurs et très heureux. Il y en a qui disent après, je me sens mieux après qu'avant, il faut en parler à toutes les écoles. Voilà. Donc, je vous encourage à aller voir sur le site de la Fondation Sève et voilà, à vous informer si vous le souhaitez sur cet élan très enthousiasmant qui essaime partout, ces graines dont vous parlez. De cultiver le côté de l'homme.